Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous passez tous un bon week-end. Salut le doc, comment tu vas? Salut Jean, ben nickel, écoute, très bien, Très bien, passé une bonne semaine. Ça a été? excellent, excellente, la rentrée, enfin là, la rentrée consacrée maintenant, donc retour sur Lyon aussi un petit peu pour les études, donc voilà, début d'une année qui va être, à mon avis, extrêmement mouvementée, donc et très content d'être là ce soir comme tous les dimanches. Ouais, tu me disais justement que tu étais en train d'enregistrer tes nouvelles émissions, c'est ça, en ce Ouais, moment? c'est ça. Ben, j'en profite parce que pour le coup, on en parlait avant, donc j'en profite pour très vite fait faire une petite parenthèse. En gros, il va y avoir l'émission des Barons, la première édition, qui va donc sortir là en moins de 10 jours. Ça va arriver très très vite. Ben, Jean, comme tu sais, tu seras convié dans cette émission. Donc le but, j'explique vraiment rapidement. Ça sera de prendre un thème de société, ça peut être vraiment divers. Là, on a choisi parce que c'était la rentrée de parler des universités en France. Et en fait, donc j'invite constamment des chroniqueurs en soi. On décortique le sujet ensemble, on pose un petit peu les bases et les limites, etc. On donne des références aussi pour armer idéologiquement les personnes qui regarderont l'émission. Et ensuite, en fait, c'est là où ça diffère un petit peu, où on est sur un format de talk show, c'est qu'on va inviter en fait des gens donc du quotidien, c'est-à-dire ben, des étudiants, des artisans, des policiers, des pompiers, etc., pour en fait qui viennent témoigner dans cette émission. Donc là, par exemple, ça a été les universités, donc on a eu des témoignages de 4 étudiants qui sont vraiment très riches, en plus à visage découvert. Donc Mhm. ça sort bientôt et j'espère que ça vous plaira à tous, quoi. Mais à mon avis, ça devrait vous plaire connaissant ceux qui regardent cette émission et vous êtes habitués à toutes ces thématiques, donc ça va vous plaire, c'est sûr. Ça arrive très vite. Du coup, j'invite tout le monde à rejoindre le doc sur sa chaîne YouTube, évidemment. Salut Durward, salut Gabon, salut tout le monde, hein. Je vois qu'il y a pas mal de monde, donc c'est cool, c'est actif. J'espère que vous parlerez de Zemmour qui a détruit Laurent Ruquier. Alors oui, et Léa Salami, bon évidemment, ça fait partie des sujets qu'on va évoquer, c'est même plutôt le sujet principal, hein, puisqu'il y a eu un gros passage. Mais d'abord, on va faire le tour de l'actualité un peu plus légère, ou en tout cas un petit peu plus, comment dire, histoire de pouvoir se concentrer sur le gros morceau ensuite, d'accord? Dans un premier temps, on en parlait avant, je comptais pas forcément en parler puisque, je suis, particulièrement inculte dès qu'il s'agit de cinéma français. Mais du coup, il y a, évidemment, pour revenir sur la mort de Jean-Paul Belmondo, c'est toi qui m'as suggéré ça, le doc. Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans, lundi dernier, ça a été annoncé, en tout cas en fin de journée. L'acteur, qui était l'un des derniers géants du cinéma français, qui était diminué depuis un AVC en 2001, a été annoncé par son avocat et sa famille, donc c'est son décès plutôt qui a été annoncé, pardon. Ils ont décrit un homme fatigué depuis plusieurs semaines qui sera pourtant parti sereinement pour son dernier voyage, et un hommage national a été rendu à Jean-Paul Belmondo ce jeudi après-midi, aux Invalides, et il y a eu un discours d'Emmanuel Macron justement. Belmondo, le doc, est-ce que t'es un fan? Est-ce que t'es pas du tout cinéma français comme moi? Ou enfin, en tout cas, peut-être que tu n'as pas trop regardé de Belmondo. Et est-ce que t'as regardé le discours de Macron aussi? Alors, moi, je suis pas fan de cinéma français, véritablement. Alors, je suis très patriote, mais c'est vrai que je suis pas sensible au cinéma français parce que la manière dont les films sont réalisés et l'idéologie qui est véhiculée dans ces films ne me convient pas. Alors, je sais que bien sûr, il y a des grands films hein, dans le cinéma français. Bien sûr, faut pas tout jeter en pâture. Je pense par exemple au Tonton Flingueur, etc. Donc, qui sont vraiment des monuments du cinéma français, Le Mhm. Samouraï aussi avec Alain Delon. Donc c'est vrai que moi je suis plutôt sensible au cinéma américain, je préfère être honnête, mais malgré tout, moi s'il y a vraiment un film que je retiens de Belmondo, alors c'est peut-être pas le plus cérébral, pas le plus cinéphile ou tout ce que tu veux, mais c'est L'As des As. Parce que L'As Mhm. des As, c'est un film en fait on retrouve un petit peu ça me fait penser à Indiana Jones, ce film, si tu veux. Il y a de l'aventure, il y a de la baston, il y a des courses-poursuites, il y a un duo donc, avec Belmondo et donc l'enfant. Donc c'est vraiment un très bon film. Donc pour moi, en fait, Belmondo, il est le dernier avatar d'un cinéma français qui n'existe plus. C'est-à-dire, il était l'un des derniers représentants donc, d'une époque qui est maintenant révolue.
Et ce qui est inquiétant, donc il y a encore bien sûr quelques grands noms du cinéma français, je pense à Depardieu, je pense à aussi Alain Delon, mais en fait c'est toujours un rappel particulièrement difficile de voir en fait ces figures partir les unes après les autres. Et c'est triste, pourquoi? Parce que en fait il est aussi le représentant d'un charisme, d'un panache à la française, d'une virilité aussi, d'une masculinité, avec un physique qui est véritablement atypique, une forme de charisme à la française, de classe à la française. Donc je le salue vraiment pour ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que le cinéma français est peuplé d'Andy Vaujambon, hein, je pense à Pierre Ninet, ou vraiment des personnalités sans charisme, fades, qui dégagent rien, qui n'ont pas ne serait-ce qu'une gueule, quoi, ce qu'on appelait une gueule, comme Mmh. un Ventura ou quoi. Mais bon, on voit qu'en fait, nos acteurs sont à l'image de notre époque, c'est-à-dire plutôt médiocres, plutôt fades. Donc c'est toujours triste en fait de voir qu'en fait des Belmondo partent et que des Pierre Ninet sont portés au pinacle. C'est-à-dire qu'on voit, tu sais, ce déclin, cette décadence jusque dans les représentants en fait de nos acteurs français. Donc voilà, Belmondo est parti, malheureusement il y en aura d'autres. Et le meilleur hommage qu'on pourrait rendre à Belmondo, c'est de recréer une génération d'acteurs un petit peu virils et qui incarnent cette classe et ce panache à la française. Et c'est ce que j'espère voir dans les décennies à venir. Est-ce que ça aura lieu? Je ne sais pas. Mais véritablement, le cinéma français est aujourd'hui en crise. Alors, bien sûr, tout n'est pas à jeter. Il y a quelques acteurs qui sont intéressants aujourd'hui. On a la jeune génération. Mais voilà, on voit que aujourd'hui, c'est plus les Belmondo ni Alain Delon qui feraient recette. D'ailleurs, je pense que si Alain Delon et Belmondo étaient nés à notre époque, ils n'auraient pas, on va dire, fait carrière dans le cinéma, si Mmh. tu veux, parce ce sont tous les deux des personnalités, eux comme d'autres hein, d'ailleurs, qui, on va dire, correspondent à un logiciel qui n'est plus le nôtre en fait. Donc, tout simplement que on ne les verrait pas en fait aujourd'hui au cinéma. Et c'est terrible. Donc, en fait, c'est un double drame. C'est-à-dire qu'on perd des Belmondo, premièrement, mais en plus, il n'y a pas un renouvellement donc de ces acteurs français avec du charisme, tout simplement. Donc, qu'ils reposent en paix et en espérant qu'on ait d'autres Belmondo à l'avenir, même s'il est irremplaçable à sa manière, bien sûr, mais qu'on ait d'autres personnes de ce charisme-là. Voilà. Oui et puis, c'est vrai que, il y a pas seulement, les acteurs qui sont pas forcément renouvelés. Alors je vois quelqu'un qui dit: «Il reste notre Gérard, national». Alors bon, Gégé, il s'est barré, en Russie, donc bon, mais pour le coup, même les films de manière générale sont assez médiocres. Quand tu vois, par exemple, bon, il y a quelqu'un qui a évoqué OSS 117, donc j'imagine que tu l'as vu, c'est quelque chose de plus récent Alors, évidemment. Je sais pas si tu as vu le dernier? Moi, j'ai pas été le voir parce que je sais que je vais être déçu. C'est du bedos, hein, donc de toute façon, voilà, mais les OSS 117, faut pas oublier, il y a deux choses à dire sur le OSS 117. C'est que je sais que c'est des films qui sont adulés chez une partie des droitards, chez une partie des hommes de droite, parce qu'ils retrouvent toute une série de stéréotypes qui, on va dire, les amusent. Mais il faut pas oublier qu'avant tout, les OSS 117, c'est des films qui sont quand même critiques. Ils sont critiques d'une époque que moi personnellement, j'admire, quoi. C'est-à-dire les années 50-60 en France, un petit peu la France du général de Gaulle, quoi, pour faire simple. et Une de France René qui, Coty. voilà, et de René Coty, une France qui avait quand même, tu vois, une sorte de panache, panache, pardon, où il y avait encore la tradition. Donc on voit bien que même dans les deux premiers films, il y a une volonté de tourner en dérision cette France-là, malgré tout. Donc c'est vrai que j'ai toujours vu ce paradoxe-là, si tu veux, les droitards qui adulaient OSS 117, alors que pourtant, c'est une satire des droitards en soi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, Mmh. après, on peut reconnaître un humour qui est plutôt fin. Je trouve que c'est quand même des films drôles. Mais alors, à partir du moment où j'ai vu que Nicolas Bedos, ou Bedos, je ne sais pas comment on dit, peu importe, il a massacré le film, donc je peux me permettre de massacrer son nom. Vu le père qu'il avait, père à son Ouais, âme, c'est le fils de qui son était, père, hein. c'est-à-dire qu'il était quand même un individu très marqué à gauche, c'est-à-dire À que voilà, l'extrême gauche, tout ce qui est de plus, oui, dégueulasse et sectaire, hein, pour être tout à fait, exactement. Donc forcément, il a encore plus massacré l'œuvre.
et je lisais un article du Point, parce que je ne suis pas allé voir le film, mais vraiment, j'ai lu un peu tout ce qui s'est dit à propos donc, de OSS 117.3, et il ressort quand même constamment le fait qu'il y a une blague, par exemple, on va dire, raciste ou misogyne, avec des gros guillemets, et en fait, Bedeau a contrebalancé en fait systématiquement la blague par une repentance. Oui. Ça fait qu'on fait de l'humour irrévérencieux, mais après, oh, pardonnez, on est allé un peu trop loin, donc on va vous porter au pinacle. Non, Mmh. en fait, ça marche pas comme ça. L'humour, il est soit irrévérencieux de A à Z, et d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, la gauche n'arrive plus à faire de l'humour, parce que la gauche est emprisonnée dans son politiquement correct. Ouais. Il y a un article que j'ai lu de Ed West la dernière fois sur Unheard, site que je vous conseille très fréquemment. Alors, je ne sais plus si c'était Ed West, mais il avait eu la même analyse il y a quelque temps. La gauche n'arrive pas à faire de l'humour. La gauche n'arrive pas à produire des mèmes, notamment. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement emprisonnés dans leur carcan idéologique de ben, on ne peut pas faire de l'humour noir, on ne peut pas se moquer, on va dire, de telle ou telle minorité. Donc, forcément, on est limité dans notre humour. Et je pense que la gauche aujourd'hui n'arrive plus à produire un humour efficace parce qu'elle est emprisonnée dans ça. Et Nicolas Bedos, même si lui a été l'un de ceux qui disaient oui, on est dans une époque de politiquement correct, bon, en fait, ton père a été l'un des artisans euh, qui en fait a Oui, façonné mais cette c'est comme époque-là. Ruquier qui se plaint du politiquement correct en disant qu'il le combat tous les jours, hein. C'est ce genre, mais parce qu'ils ont toujours pas compris que le politiquement correct, en fait, ils en faisaient partie, mais ça, c'est un autre débat. Mais alors, pour le coup, juste pour reprendre ton premier point sur SS 117, hein, je prolonge un peu la conversation. Euh, c'est sur le fait, tu dis que oui, faut retenir quand même que c'est une satire, il faut pas forcément en faire un film un peu emblématique. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je trouve que justement, c'est justement, il y a quelqu'un qui en parlait, et c'est exactement ce que je voulais dire, donc bravo. Après, justement, l'autodérision nous différencie de beaucoup de personnes issues de la gauche, c'est ça, c'est justement le fait que, certes, c'est critique, mais déjà, il y a une grille de lecture qui est subtile, c'est pas comme OSS 117.3, je pense que c'est ce qui manque d'ailleurs au film, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de grille de lecture subtile, c'est-à-dire, justement, il y a ce côté, une blague raciste, entre guillemets, et derrière, une repentance systématique, donc une caution donnée au politiquement correct. Et au final, dans les deux films précédents, ou un petit peu dans la série Au service de la France, pour ceux qui ont vu, qui est une excellente série d'ailleurs que je recommande, qui a été produite par Arte, je crois, et ben c'est un peu le même truc, c'est-à-dire que certes c'est satirique, évidemment que c'est satirique, c'est cliché, c'est stéréotype, mais ça sent bon la France d'antan, on va dire, et on n'est pas obligé enfin, de prendre la grille de lecture donnée, on peut très bien se l'approprier, le film, et même si on a envie de se marrer, de rigoler un peu, le coup de, tiens, ce René Coty, ou alors les blagues misogynes, ou enfin vraiment ce genre de trucs-là, on peut les apprécier sans forcément, ouais, pratiquer l'autodérision, c'est aussi ce qui nous définit, c'est aussi ce qui fait notre force, et c'est ce qui fait justement notre humour, parce qu'il n'y a pas plus drôle que l'autodérision. Donc, enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est la plus jolie forme d'humour. Donc, moi je pense que je suis plutôt sur cette ligne-là, et je pense que les deux films, justement, et la série Au service de la France, d'ailleurs, je vois, il y a des gens qui l'ont regardé, eh bien, sont des bons films, en tout cas des belles œuvres, puisque justement, euh, c'est de l'autodérision et ça pue pas le trait forcé du politiquement correct comme le 3 a pu donner. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, alors moi, c'est vrai que pour moi, l'autodérision, si ça venait d'un... Parce que les deux premiers ont été réalisés, alors son nom, il est Aznavicius, ouais. à Michel Aznavicius, Mhm. c'est, il est malgré tout issu de cette gauche un peu Mhm. caviar bourgeoise qui, au fond, méprise, c'est-à-dire, tu sais, cet héritage-là. Donc, je ne sais pas si quand même il y a vraiment cette volonté de, d'autodérision. Oui, on va dire que les droitards qui regardent le film ont cette volonté Oui, d'autodérision, mais est-ce que le réalisateur des deux premiers avait cet objectif-là? Je pense pas. C'est justement peut-être, par contre, là où tu as raison, c'est peut-être un pied. Si son objectif c'était pas ça, c'est un beau pied de nez que les droitards justement aient cette, on va dire cette force d'esprit, cette intelligence qui en fait euh, permet de rire de soi, si tu veux. mhm. Mais je suis pas sûr que lui, quand il a réalisé les films, ça avait cet objectif-là, hein. Je pense que vraiment, il y avait quand même une volonté de dénoncer, si tu veux, certains traits donc, de ces sociétés-là. Et même dans la série Au service de la France, on voit bien que, j'ai oublié le nom du personnage qui, Merlot ou Marlot, il me semble, Merlot. Mhm. qui rejoint la DGSE, on Mhm. voit que malgré tout, ben, c'est le plus, alors gros guillemets, le plus progressiste, Oui, c'est-à-dire non mais oui, et évidemment, évidemment.
toujours celui qui est le plus raisonné, alors que les autres sont des immondes, racistes, misogynes, qui aiment Oui, pas puis t'as travailler, sa etc. il y a sa copine, il est en couple avec une fille qui se coupe les cheveux à ras et qui l'emmène voir des films de la nouvelle vague ou ce genre de truc-là. Il y a ce voilà, il y a ça, mais après, t'as tous les personnages et moi, je considère que tu peux très bien il y a pas de grille de lecture, c'est les méchants et regardez, il faut qu'ils soient méchants. Non, au final, Oui, tu t'accroches par plus aux contre, personnages autour qui sont vieille France, tu vois? ça c'est vrai. C'est vrai que malgré tout, il y a pas le carcan, en gros, parce que même si on les tourne en dérision, je pense aux trois là, dont je les ai oubliés, les noms, je les ai vus il y a très longtemps. Ben, ces trois acolytes là qui étaient déjà dans le service avant, ben, eux, en fait, voilà, c'est des faux méchants, quoi, clairement. Oui. C'est des mecs en place là, mais au final, tu finis par les aimer justement parce qu'ils ont ce côté un peu ridicule, ou qui, justement, on va dire, sont d'un autre temps, quoi. Mais après, Oui. bien sûr, ça reste des séries qui ont un humour qui, je trouve, est très fin, très bien dosé, très bien amené malgré tout, hein. C'est-à-dire que je ne les jette pas en pâture pour autant, hein. D'ailleurs, la Mmh. preuve, je les ai regardés. Mais je pense que vraiment OSS 117.3 est vraiment complètement sorti de cette logique Ouais. là, de l'humour fin, bien amené. Et d'ailleurs, je veux dire, tout le monde a été déçu. Enfin, j'ai pas vu véritablement Non, il y a personne, de... à part les journalistes de l'IB qui se sont dit peut-être que finalement c'était à peu près OK, mais bon, je veux dire, les journalistes de l'IB qui disent que Bac Nord est un film d'extrême droite, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Voilà. Ah, tiens, tu vois, on parlait de cinéma français, Bac Nord a l'air d'être relativement apprécié. J'ai pas été le Ouais. voir, je dois aller le voir cette semaine, je sais pas s'il sort des salles, donc faut que je fasse attention, mais est-ce que tu l'as vu d'ailleurs? Alors, je l'ai pas vu, pour être Mhm. honnête. J'ai pas eu beaucoup le temps d'aller au cinéma. Non, je comprends. Et c'est vrai que, bah, en fait, pour moi, j'en ai parlé vite fait dans un podcast, il me semble, sur le cinéma français. C'est en fait, bah, Bac Nord, c'est juste, tu vas sur C8 à minuit, tu regardes Enquête sous haute tension, c'est pareil, hein, le Tu regardes cynisme. Actu 17, c'est bon, t'as c'est Bac Nord. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, j'étais en ville, c'était dimanche, j'étais dans l'appartement à ma copine, etc. Et puis, d'un coup, il y a eu, on va dire, il y a eu des cris dans un immeuble à côté. Mhm. Il y a plusieurs voitures de la BAC qui sont intervenues avec armes de poing. Il y avait même un gars qui avait il me semble que c'était une MP5, donc quand même, là, on est sur du fusil mitrailleur. Donc, bon, voilà, pour une intervention. Donc, je veux dire, et on était dans un endroit de Lyon qui n'était pas du tout craignos, hein. On n'était Ouais. pas à Plain, j'étais pas à Vénissieux, etc. Donc là, on était dans le cœur de Lyon avec la BAC qui intervient. Il y avait même un gars qui a sorti, comment on appelle ça, si tu veux, une espèce de bouclier, mais pas rigide, c'est-à-dire que c'est des boucliers en fait comme si c'était un enchevêtrement de plusieurs gilets pare-balles, si tu veux, Mhm. Ouais. qui portaient comme ça. Donc en fait, ben, c'est le réel, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller voir Bac Nord pour voir qu'en France, il y a de l'insécurité, parce que là, c'était des gens qui étaient en train de se battre, il y avait un gars qui était armé dans le lot, c'est pour ça que la police est intervenue. Donc voilà, je veux dire, Bac Nord, pas besoin de... Je suis même pas dans les quartiers nord de Marseille, j'ouvre la fenêtre un dimanche et je vois une scène de guérilla urbaine au milieu, quoi. Ouais. Donc, bon, Libé, je sais qu'ils Chronique habitent. du Frankistan. Voilà, c'est ça. Alors l'IB, je sais pas où ils habitent, mais il faudrait qu'ils ouvrent un peu leurs œillères, qu'ils ouvrent leur volet vénitien, et ils verront que la réalité, c'est pas le monde des bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc bon, Bac Nord, c'est pas un film d'extrême droite, c'est un film qui, on va dire, essaye d'être, à mon avis, je l'ai pas vu parce qu'à mon avis, il y a toujours une part un peu romancée, mais qui essaye d'être le plus réaliste dans son propos. Alors après, peut-être que c'est la réalité qui est d'extrême droite, mais une Oui. chose est sûre, Et la alors ça, réalité est oui. brutale. Voilà. La réalité d'extrême droite, bah, c'est souvent c'est souvent vrai malheureusement. En tout cas pour l'IB. Donc Et on d'ailleurs, va passer oui, vas-y. très rapidement, faut pas croire que nous, on se réjouit de ça. Ah On ben se non. réjouit pas de cet état d'insécurité parce que une partie de la gauche pense qu'on se gargarise du fait que la France part complètement en vrille. Moi, je me gargarise pas quand je vois la BAC intervenir plein dimanche à 13h en plein après-midi. Donc, on se réjouit pas. C'est juste, c'est un constat. Moi, moi, je vais te dire, Jean, je sais pas toi, mais je préférerais largement avoir mon petit chien Bobby, ma pelouse, T'appellerais ton nickel. chien Bobby? Voilà, ah ouais, j'appellerais mon chien Bobby, je pense. Avoir un petit, tu sais, un petit transat tranquille à lire mon journal, avec les oiseaux qui chantent, etc., avec une biche qui vient boire à ma fontaine, et puis tu sais, là, la paix, le monde des bisounours. Ouais.
parlerait de ça, on ne ferait pas cette chronique actuellement. Mmh. On ferait notre retraite méritée tranquillement. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans ce monde-là. On n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas au pays de Candy. Il n'y a pas la biche qui vient boire dans mon jardin. Donc forcément, on est là pour en parler parce que les choses partent en vrille. Et on ne prend pas un plaisir malsain à parler de tout ça. Nous, Ah mais je non, pense que tu es absolument d'accord pas. avec moi. Je pense que Jean, tu es d'accord avec moi. Tu aimerais un jour pas forcément faire ces chroniques le dimanche soir et te dire, ben, cette semaine en France, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de problème, comme il y en a d'ailleurs dans d'autres pays. Tu vas par exemple au Canada ou en Irlande, il ne se passe rien de toute une semaine. Je te raconte une anecdote rapide et on passera au gros de l'émission parce que là, on a un Non, peu... il y a Ben, pas de souci. Non, mais c'est bien, c'est intéressant, c'est intéressant. je suis allé à Copenhague, Copenhague pardon, au Danemark. J'y suis resté donc plusieurs semaines. Et l'événement majeur qu'il y avait eu, donc, où ça avait fait l'actu pendant les 2 semaines, ça avait fait la une, etc., c'était un train, un TER qui avait déraillé, qui avait tué 5 personnes. C'était vraiment l'événement qui avait bousculé, on va dire, tout le pays pendant 2 semaines. Oh, t'imagines, un pays, nous en France, ça, c'est un micro-événement par rapport à tout ce qui se passe Ouais. continuellement. Moi, je rêve de vivre dans un pays comme le Danemark, mais j'aimerais vivre dans la France avec enfin, une sécurité comme au Danemark. Et on ne ferait pas ces chroniques-là le dimanche. Voilà. Mais bon, on peut pas. On peut pas. On Donc, on peut prend pas. les armes. C'est tout. C'est ça. Et Voilà. on essaye de se mobiliser comme on peut. Accro aux faits divers. Mon collègue en a eu peur, en a eu marre et est parti en Roumanie. Bon, alors, je sais pas si je choisirais la Roumanie, mais bon, écoute, c'est un choix comme un autre. Ouais, Euh, non, c'est tr- sûr. La Roumanie, ouais, c'est pas. pour Après, moi, ils moi, sont connus pour la dictature communiste, mais les orphelinats, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Et la viande de cheval aussi dans les trucs Findus. non, mais en plus, je pense que les pays de l'Est, moi, ça m'attire pas, perso. Il y a un pays de l'Est que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est la Hongrie, Oh, allez, la notamment à Pologne. Budapest. La Pologne, quand même. Voilà. Après, j'y suis jamais allé, mais peut-être que c'est prévu que j'y aille. Mais je veux dire, Parce que des la seuls Pologne, c'est pays quand même d'Est que vachement j'ai fait, cool. ouais, ça doit être, ouais. Franchement, Mais j'ai que ouais. des bons retours de la Pologne. Ouais, voilà. Bon, Bon. même si politiquement, ils vont s'effondrer bientôt, mais en tout cas, la Pologne, Ouais, c'est une autre histoire, ouais, on en reparlera, on en reparlera. Donc, ouais. décompte du temps de parole. Donc ça, on vient un petit peu à l'actualité zémourienne. Décompte du temps de parole. Le CSA prend le relais des juges, dénonce Éric Zemmour. Alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à tous les médias audiovisuels de décompter le temps de parole du journaliste de CNews à compter de ce jeudi 9 septembre, donc c'était cette semaine, c'était il y a vraiment pas très longtemps, c'était ce jeudi. Ce dernier réagit sur Twitter et dénonce cette décision. Donc il a sorti un communiqué indirectement, donc je crois que c'était le jeu, bah oui, le jour avant, c'est-à-dire le mercredi 8. La réaction de l'éditorialiste n'a pas tardé. Ce mercredi 8 septembre, le CSA avait demandé plus tôt dans la journée aux médias audiovisuels que toutes les interventions de Monsieur Éric Zemmour portant sur le débat politique national soient désormais décomptées de son temps de parole à compter du 9 septembre 2021. Sur son compte Twitter, Éric Zemmour dénonce une décision qui s'apparente à de la censure. Le CSA prend le relais des juges, je ne me tairai pas. Hashtag stop censure. Donc, là, on a quand même affaire à quelque chose d'assez étonnant, puisque le CSA souhaite décompter le temps de parole, en sachant que on sait que, comment dire, le président du CSA, qui est, son nom, il y a Roch dedans, mais je me souviens plus du nom, je suis navré, avait déjà annoncé que non, il prendrait pas en compte le temps de parole des éditorialistes. Alors, je sais, ce qu'on répond en général, c'est que Éric Zemmour aujourd'hui n'est plus vraiment un éditorialiste. D'un point de vue professionnel, si. Le fait est qu'il n'est pas déclaré candidat et que les autres candidats qui exercent et qui continuent de faire une tournée en France, etc., et enfin, dont on parle dans les médias, eux n'ont pas leur temps de parole décompté, alors qu'ils sont candidats officiels. Zemmour n'est pas déclaré candidat, même si on va revenir dessus après avec, on est en direct. Roch-Olivier Mestre, merci Gabonde. Même si le président du CSA, même si évidemment on sent bien le truc venir, on voit comment ça se déroule. Le fait est qu'il n'est pas déclaré candidat, donc ça reste quelque chose d'assez inadmissible. Alors, on va justifier en disant qu'il a 1 heure tous les soirs sur Face à l'info. Finalement, qu'est-ce que t'en penses, Doc, de tout ça, de cette histoire de censure? Est-ce que déjà le fait que le CSA décompte son temps de parole, tu peux appeler ça de la censure? Moi, je pense que oui. Est-ce que tu trouves ça légitime d'appeler ça de la censure? Vu les conséquences de tout ça. Et ensuite, est-ce que tu trouves ça tout simplement légitime comme décision? Alors, plusieurs choses. Je pense que le CSA, déjà, il y a un truc qui ne supporte pas. C'est le fait que Christine Kelly, qui est une ancienne
du CSA travaille avec Éric Zemmour dans Face à l'info et qu'il y ait une complicité qui s'est créée entre les deux. C'est-à-dire que je pense honnêtement que Christine Kelly, avant de travailler avec Zemmour, est partie avec des a priori, puisqu'en fait, à mon avis, elle était biberonnée comme tout le monde avec toutes les idées qu'on avait Elle a été préconçues. Young Leader, elle a fait les Young Leaders. Voilà, tu vois, donc elle était quand même elle était préconçue. Et on voit qu'au fil du temps, du fait donc de discuter avec lui, etc., à mon avis, elle s'est forgée, je pense, une amitié avec lui. Je me permets de le dire, peut-être une amitié, mais on voit que vraiment, elle a du respect pour lui, à mon avis, elle le respecte, elle le considère vraiment. Et je pense même qu'elle l'apprécie, etc. Donc, je crois véritablement que le CSA, premièrement, ne supporte pas le fait que une ancienne du CSA déjà travaille avec Zemmour et qu'ils aient les audiences qu'ils ont. Pardon. Donc ça, Mmh. c'est la première chose. Deuxièmement, le CSA est un organe politique. On ne va pas mentir, c'est un outil au service donc du pouvoir. Donc, pour moi, tout simplement, cette décision, elle est d'ordre politique puisqu'elle s'inscrit de toute façon dans une logique d'élection présidentielle. Pour l'instant, Zemmour n'est pas officiellement candidat à la présidence de la République. Certes, il a écrit le livre qui va sortir donc cette semaine, qui semble quand même être explicite. On sait qu'il y a de l'organisation via donc cette association des amis d'Éric Zemmour. Mais aujourd'hui, dans les faits, dans le droit, Éric Zemmour n'est pas officiellement candidat à la présidence de la République. Il ne l'a pas annoncé officiellement. Donc, pour moi, à partir de là, c'est une sorte de procès d'intention que le CSA fait. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que, de toute façon, il y a de fortes probabilités qu'Éric Zemmour se présente. Donc, vite, 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 il faut lui enlever du temps de parole pour le limiter. C'est tout. Mais le problème, c'est que dans les faits, il ne l'est pas officiellement candidat. Donc, en fait, déjà, pour moi, c'est une très mauvaise stratégie du CSA parce que moi, pour moi, ils grillent leurs cartes. On voit qu'ils sont fébriles et on va en revenir avec ce qui s'est passé en direct hier soir. On voit que quand même, il y a une forme d'inquiétude qui gagne la gauche et le milieu médiatique, etc. Parce que le fait de vouloir limiter son temps de parole, ça montre bien qu'ils sont parfaitement conscients qu'il a un poids et un impact qui est non négligeable, via Face à l'info, etc. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que qui le limite ou pas, la machine, elle est lancée. C'est-à-dire qu'il y a une organisation avec Génération Zemmour, il y a... Donc de toute façon, même si demain, Éric Zemmour avait un temps de parole qui était, on va dire, réduit. De toute façon, il y a tellement une organisation à côté qui est bien pour moi supérieure à tous les autres candidats que l'on voit maintenant, qu'en fait, il va bénéficier de cet élan. Et nous, on ne va pas à un moment donné nous faire taire. Tu vois, on ne va pas à un moment donné nous limiter. Donc, on voit que c'est une stratégie. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça de la censure? La censure, je dirais, tu sais, plutôt que c'est vraiment une volonté de supprimer un discours à partir du moment où il a eu lieu. C'est-à-dire, pour moi, c'est par exemple quand il a fait ce discours à la convention de la droite et que LCI avait coupé directement. Ça, pour moi, c'est de la censure, tu vois. Mais là, je dirais que vraiment, il y a une tentative d'entrave, il y a une tentative donc de lui mettre des bâtons dans les roues. Ils savent qu'en plus, cette semaine va être extrêmement riche pour lui parce que le livre va sortir. À mon avis, il va cartonner. Même si je te le dis en off, je pense que certains magasins ne joueront pas, on va dire vraiment franc jeu sur la disponibilité des livres. Je te le dirai honnêtement si par exemple je vais me rendre cette semaine à Lyon dans diverses boutiques et je te dirai si honnêtement je l'ai trouvé facilement ou pas. Mais je pense que cette semaine va être très riche pour lui, puisqu'il me semble aussi qu'il va se rendre, si je ne dis pas de bêtises, à Nice très prochainement, etc. Mmh. Donc voilà, c'est une tentative du CSA de le réduire, mais je pense que c'est une erreur de leur part, vraiment. Tu sais, je pense qu'on est sur la même logique qui a permis à Trump de remporter les élections en 2016. C'est-à-dire, il y a eu tellement eu une obsession des médias et de tout l'establishment américain envers Trump qu'en fait, je crois que Trump a bénéficié d'une couverture médiatique bien plus supérieure à Hillary Clinton, Ouais. avec un budget qui était 10 fois moins important qu'à Hillary Clinton, notamment sur Internet. Enfin, c'était ahurissant à quel point, on va dire, le mot Trump a été surutilisé. Et en fait, je crois qu'ils font
exactement la même chose avec Zemmour, parce que Zemmour, ça va être le nouveau méchant du film. Marine Le Pen est finie, ça y est, Mmh. c'est mort pour elle. Là, j'ai vu qu'elle a fait sa rentrée à, je sais plus exactement où. On voit qu'elle a voulu un petit peu parler plus fort que d'habitude, mais ça ne marche plus, ça ne vend pas. Jordan Bardella appelle Zemmour à, on va dire, à ce qu'il rejoigne le Front National, mais je pense que Zemmour n'a pas envie de rejoindre un parti de perdants, un parti qui n'a même pas en plus d'élite, c'est-à-dire quand je dis des élites, c'est qu'il y a vraiment que des chèvres au Front National, hein. Je veux dire, il y a quelques personnalités intéressantes, mais le reste, c'est des chèvres, qui gravitent autour de Marine Le Pen, qui est complètement, on va dire, qui n'a plus les capacités de gagner. Et il disait que le fait que Zemmour se présente, c'est ça le suicide français. Non, le suicide de la France, et je le dis, je le répète à chaque émission, mais parce qu'il faut le marteler, aujourd'hui, ce qui empêche la droite de gagner, c'est le Front National. Le Front National et la dynastie Le Pen pardon, ne gagneront jamais des élections en France. Il faut se rendre compte, les régionales l'ont prouvé une fois de plus, et maintenant il faut arrêter. Je pense que de toute façon, Marine Le Pen va se faire doubler par la droite pendant ces élections. Donc, en réalité, tout ça pour dire, excuse-moi, j'ai un peu divagué, mais pour Pas de ce qui est souci. du CSA, le CSA donc essaye de mettre des bâtons dans les roues à Éric Zemmour, mais ça va être ça tout le long. Là, il va falloir s'attendre jusqu'au jour des élections à vraiment un matraquage qui soit d'ordre médiatique, politique, judiciaire. On essaiera de lui coller une affaire au cul. Moi, je te le dis aujourd'hui, il y Mmh. aura des tentatives qui seront sûrement fausses, hein. On a vu qu'il y avait maintenant, tu sais, la réalité et la justice sont devenues des conceptions un petit peu, voilà, un petit peu troubles, quoi. Ça n'existe Mmh. vraiment, quoi. Donc, voilà, il va falloir s'y préparer et il faut que surtout Éric Zemmour, il ait cette faculté de faire le bulldozer, c'est-à-dire de dire je suis increvable, j'y vais quoi qu'il arrive. Et il a très bien démontré hier de toute façon, hein, c'est-à-dire c'est j'assume tout de A à Z. Et surtout ce que j'ai beaucoup apprécié moi hier dans son intervention, et c'est ce que je dis déjà depuis au moins le début de la chaîne, je crois, dans mes lives, etc., celui qui gagnera, c'est celui qui fera renaître le RPR de 95. Alors les gens te diront oui, mais le RPR de 95, ils n'ont pas appliqué le programme. Non, mais l'idée que ça Oui. représentait, l'idée que ça véhiculait. C'est ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il a martelé, et ça m'a fait véritablement plaisir, et je pense que c'est la bonne stratégie. Voilà. Oui, bah, c'est sûr que, pour le coup, c'est d'ailleurs même un truc qu'il a mis en avant. Il a évoqué Trump hier soir, donc de toute façon on va revenir dessus, mais il a parlé de Trump pour son livre et compagnie. Hem, il l'a même dit, il a dit finalement, comment dire? Que je parle ou que je parle pas, en fait, enfin, les médias ont besoin de lui pour vendre, puisque l'Express avait jamais vendu autant depuis qu'ils ont fait une sur lui, parce que enfin, c'est ce genre de truc-là. Ils sont obligés, même s'ils n'en ont pas envie, d'un point de vue, rentabilité, ils sont obligés les mecs de parler de Zemmour puisque à partir du moment qu'il est quelque part, l'émission est regardée, comment dire? Le papier est lu, le journal est lu, le journal est acheté, enfin c'est quelque chose, c'est un phénomène, c'est vraiment un phénomène pour le coup, puisque partout où il passe évidemment, et bien, il y a de ça génère de l'audimat et ça génère une audience, qui est présente quoi et qui est mobilisée. Parce que Zemmour n'est pas une personnalité conventionnelle, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est-à-dire que il ne correspond pas lui non plus à son époque, à une Ouais. époque où il faut lisser son discours tout le temps, où il faut, on va dire, toujours être dans le politiquement correct. Zemmour, il dynamite tout ça, et malgré tout, les gens s'en demandent. De toute façon, on le dit souvent, tu vas voir cette semaine, je pense que les gens vont s'arracher son livre. Et à mon avis, je ne fais pas un pari qui est audacieux là, hein. Mmh mh. Je crois que c'est une évidence pour tout le monde, mais le livre va s'arracher. Malgré, je pense, ce que je t'ai dit, c'est-à-dire des difficultés peut-être d'approvisionnement, etc. D'autant plus que le livre a été auto-édité, donc Mmh. peut-être que Ouais. je ne sais pas combien ils ont voulu faire d'exemplaires, mais à mon avis, ça va s'arracher. Donc voilà, ça va être une semaine intéressante. On va suivre ça de près de toute façon. Et voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce thème. Très Mais on bien. va Bon, de parler toute de façon, on va partir enfin, on va aller sur le gros morceau, on va dire, le gros morceau d'actu. Alors du coup, tu n'as pas, toi, l'audio ou quoi que ce soit, mais bon, je vais mettre l'audio et je vais au pire te résumer un petit peu ce qui s'est dit, hein, ou reprendre la citation. Tu verras à peu près quel passage il s'agit. Parce que tu as regardé l'émission hier, du coup, tu l'as regardé, aujourd'hui?
regarder en replay, en Tu gros. regardais en replay? OK. Donc C'est ça. donc hier, évidemment, ça vous a pas échappé, il est passé dans On est en direct, émission présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé. Donc on retrouve évidemment Laurent Ruquier qui, je le rappelle, était l'ancien employeur finalement d'Éric Zemmour et celui qui, je dirais pas qu'il l'a fait connaître, mais si, je dirais plutôt qu'il l'a fait connaître d'une certaine façon avec, Éric Nolot. Puisqu'ils assuraient, On n'est pas couché, je sais plus, c'était tous les samedis soirs, je sais plus à quelle heure et émission qui tournait pas mal, hein, voilà. Ils avaient fait des très bonnes audiences à l'époque et donc on retrouvait Léa Salamé, donc ancienne chroniqueuse aussi chez On n'est pas couché et présentatrice, je crois, de l'émission politique et qui travaille chez France Inter aussi, hein, qui fait la matinale de France Inter avec je n'ai plus son nom, Cohen, je crois. Hem et donc Éric Zemmour s'est retrouvé sur ce plateau, il était tard, ils sont arrivés en retard après Nagui, hein, on a dû supporter, The Artist, pas le film avec Jean Dujardin, mais plutôt, l'émission toute pétée avec Nagui. Et donc directement après ça, il y avait, On est en direct et il y avait un plateau avec Camille Chamou, je crois, Jean-Michel Jarre et je sais pas trop quoi. Je sais pas trop qui c'était ce type-là, je suis navré. Chroniqueuse Salomé, ouais, oui, oui, je sais, c'est étonnant, mais elle est chroniqueuse. Et donc typiquement, Zemmour est venu pour présenter son livre, évidemment, mais on savait que les questions allaient être éminemment politiques, éminemment portées sur sa candidature potentielle. Ils ont pas arrêté et donc ce qui est ressorti finalement de cette émission pour faire un petit peu un bilan général pour discuter un peu de ce bilan-là, avant de rentrer dans le détail étape par étape, en tout cas, petit passage et petit extrait par petit extrait. Eh bien, Laurent Ruquier et Léa Salamé se sont comment dire? Quel serait le terme le plus approprié sans être vulgos ou borderline. Alors le doc, est-ce que tu peux m'aider pour trouver un terme? On a assisté à, je pense que c'était le procès de Nuremberg 2. Voilà, s'il y avait une suite à un film, ce serait un truc du style, un truc très voilà, c'était ou plutôt un espèce de procès stalinien un peu pété, avec, une profonde médiocrité quand même. Laurent Ruquier qui est descendu bien bas, Léa Salamé qui est descendu aussi bas que lui, qui lui ont fait des attaques sous la ceinture toute la soirée. Alors qu'Éric Zemmour, pour le coup, et ça je dois l'admettre, hein, avant qu'on rentre un peu dans la discussion, Éric Zemmour a réussi sa transition. C'est-à-dire que, pour moi, Éric Zemmour, avant était, évidemment polémiste, chroniqueur, éditorialiste, journaliste, tout dépend le terme que tu veux utiliser et on connaît Éric Zemmour. On sait qu'il a tendance à être sympathique au début, mais à s'énerver, à perdre son calme, à balancer un bon mot, voilà, ce genre de trucs-là et parfois à tacler un peu. Et là, il s'est retrouvé quand même sur un plateau qui lui était hostile, à fond, enfin vraiment à 100, qui était purement hostile. Il était en territoire ennemi, hein, là, le service public, face à Laurent Ruquier, dire, c'est pas c'est une descente de flic le truc, hein. Donc il s'est retrouvé vraiment en terrain hostile et il a gardé un calme, mais alors je pense que, c'est respectable. Enfin, honnêtement, le type a réussi sa transition. Il est véritablement enfin, il a une stature d'un homme présidentiel maintenant, honnêtement. Sans vouloir survendre le personnage, il a aujourd'hui, assuré sa transition qui fait qu'il est capable de s'exprimer. Il a même au niveau de je sais pas si tu as remarqué, le doc, peut-être que tu fais attention à ces détails-là, même dans sa façon de se tenir, il est plus vraiment tu sais, avant, il était un peu avachi, il était posé sur ses mains ou ce genre de truc-là et là, il était vraiment, voilà, les mains posées sur la table, c'était vraiment là, on voit l'extrait, vous voyez tous l'extrait, les mains posées sur la table en train de discuter et il a gardé un calme olympien face à des personnes qui étaient d'une violence, mais vraiment, je pense, ça m'a marqué. Je sais pas si ça t'a marqué, Doc, je sais pas ce que tu en penses? Un petit bilan Bah, général? j'ai trouvé le mot pour Léa Salamé et Laurent Ruquier, c'est deux pleutres. C'est-à-dire que voilà, c'est deux pleutres, deux vendus qui ont leur idéologie. C'est respectable, ils ont leur idéologie, mais ils ont oublié la déontologie donc, du métier de journaliste. Bon, de toute façon, Léa Salamé, elle est journaliste, mais on va pas mentir, c'est une pistonnée. Son père, c'était Ghassan Salamé, qui a été directeur donc d'un département à Sciences Politiques Paris. Donc, Léa Salamé a toujours, on va dire, a bénéficié du réseau de son père. C'est un secret de Polichinelle. Et Léa Salamé est aussi bonne pour faire du journaliste que moi, je suis bon pour repasser mes chemises. Et autant te dire que mes chemises sont souvent froissées. Donc, c'est-à-dire que, bon, pas là ce soir, mais vraiment, elle est mauvaise. Je veux dire, elle est nulle. Mais c'est pas Mmh. contre.
Je veux dire, j'ai rien contre Léa Salamé, enfin, manifestement. Je veux dire, c'est juste que ce n'est pas une bonne journaliste, tout simplement. Elle est faite pour être sur un plateau comme moi je suis fait pour être en cuisine. Enfin, je veux dire, elle n'a pas sa place là. Et Laurent Ruquier, on voit que sa haine de Zemmour, en fait, elle provient tout simplement du fait qu'il pense qu'il est responsable du fait que Éric Zemmour soit connu Il y a aujourd'hui. une culpabilité, ouais. Exactement. Donc il essaye par tous les moyens, c'est-à-dire qu'il se dit dans sa logique à lui, j'ai créé un monstre, c'est sa logique à lui, hein. J'ai créé un monstre, donc je dois le détruire. Et hier, on voit qu'il était fébrile, hein, alors j'allais dire Laurent Wauquiez, non, on n'est Non, pas non, sur le... c'est pas la même ligne. Laurent Ruquier était fébrile. Hier, on voyait que parfois il tressaillait, tu vois, d'un petit peu de haine, etc. À un moment, le langage corporel est très parlant. Il a pris le livre, il a refermé. Enfin, tu sais, il a à peine Ouais. ouvert, fermé. C'était quand il attaquait, je crois, sur le conseiller enfin, sur l'ami d'Éric Zemmour qui avait fait de la prison, Mhm. là. Donc, on voit que vraiment, il y a eu une fébrilité. Donc, bon, c'est pas étonnant, mais il va falloir qu'il s'habitue. Alors après, il y a deux stratégies. Il y a deux personnalités que moi j'aime beaucoup parce qu'elles ont deux stratégies qui sont extrêmement différentes dans la joute oratoire. Mhm. Je vais faire vite fait 5 minutes sur ça. La première, c'est Donald Trump. Donald Trump a une technique qui est bien à lui, c'est-à-dire qu'il t'attaque. Il ne te lâche pas, c'est donc des attaques personnelles, c'est des coups bas sous la ceinture, mais bon, il peut le faire puisqu'on lui en fait sans cesse. Donc voilà, on se moque de l'adversaire, on lui trouve un surnom, on se moque de ses caractéristiques physiques. Et puis la Euh, politique américaine est quand même à un autre niveau que la politique française. Je veux dire, on n'est pas dans la même stature, la même, voilà. Eh bien, tu vas voir qu'en fait, on va sur, pour moi, la deuxième logique qui serait plus intéressante pour Zemmour. Mhm. Donc voilà, Trump, il répond du tac au tac. Ça a ses avantages, ça a beaucoup d'inconvénients. De l'autre côté, il y a Jordan Peterson, que moi j'aime beaucoup, où je me souviens donc d'une interview qui était réalisée par Cathy Newman, où on voyait que vraiment Cathy Newman était extrêmement virulente envers Peterson, et il est resté d'un calme olympien véritablement, où en fait il était tellement calme que ça a désarçonné en fait Cathy Newman, Mhm. qui a fini par tellement s'énerver qu'en fait elle en a perdu toute sa crédibilité. Et quand les gens après ont vu l'émission, ils se sont dit non mais elle est ridicule. Je pense que Éric Zemmour devrait jouer avec cette, enfin c'est mon avis personnel, avec cette stratégie, c'est-à-dire quand il arrive sur un plateau, être particulièrement calme, c'est-à-dire quitte à laisser parler ses adversaires, etc. Et quand il parle, être extrêmement direct, Mhm. toujours dans les faits, assumer absolument tout ce qu'il dit, c'est-à-dire comme fait d'ailleurs Jordan Peterson, qui ne va pas, on va dire, rendre plus lisse son discours. Alors c'était, il me semble, ce débat entre Cathy Newman et Peterson, ça portait en plus sur, tu sais, l'égalité salariale. Peterson estimait qu'en fait c'était un leurre parce qu'il y avait des différences biologiques entre les hommes et les femmes qui expliquaient en fait les différences de salaire, et que c'était pas en fait des volontés politiques. Mhm. Et vraiment, en fait, il restait d'un calme olympien, c'est-à-dire qu'il était comme ça, il assumait, il ne s'énervait absolument jamais. Il faut faire preuve d'un certain sang-froid parce qu'en face, on avait quelqu'un qui était quasiment hystérique. Et à répondre du tac au tac, puisqu'il connaissait son sujet par cœur. Et après, attention, ça ne voulait pas dire qu'il attaquait pas, c'est-à-dire qu'après, il y avait des attaques incisives, tu vois. Et il Oui, répondait. bah, c'est ce que Zemmour a fait hier soir, hein, tu me diras. Et je pense que Zemmour va plutôt s'orienter dans cette rhétorique-là, qui pour moi est celle qui est la meilleure et la gagnante, Mhm. même si, à mon avis, il faut que pendant les meetings, il adopte plutôt la posture Trump, Oui, oui. c'est-à-dire attaque. Donc en fait, il va falloir que pour moi, il joue avec ces deux styles de rhétorique, s'inspirer de Donald Trump pour les attaques en meeting, c'est-à-dire avoir un côté dur, virulent, puisqu'il faut galvaniser la foule, il faut leur offrir du sang. C'est ça Mhm. aussi un meeting politique, dans tous les partis, hein. On ne va pas mentir, hein, à gauche, à droite, etc. Il faut Bon, galvaniser au la foule. meeting de Benoît Hamon, du sang, on Ouais, fera plutôt des pains pita ou des conneries comme ça. lui, de toute façon, enfin, il est rentré, enfin, il dit je vais quitter la vie politique. Ah, Benoît Ouais. Hamon, il faut y rentrer d'abord dans la vie politique. Après, il peut éventuellement en sortir, quoi. Donc,
Bon, alors lui, bon, c'est un pleutre, donc on va même pas en parler. Il devrait ouvrir un kebab en Seine-Saint-Denis. Je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise dans ce nouveau costume-là. Mais d'ailleurs, il devrait appeler son kebab le 3%, ou 2%, je sais pas. Il y aurait un truc J'ai à vu faire à combien, ce ouais, niveau-là. ouais. Et donc voilà. Donc, bon, Benoît Hamon, c'est un pleutre en passe. Donc voilà. Zemmour, pour moi, prendre le Trump pour les meetings, prendre le Peterson pour les plateaux télé. Et j'invite, s'il y a un modérateur, à mettre cette interview de Peterson pour que les gens voient exactement de quoi on parle, parce que ça vaut vraiment le coup déjà, parce que les arguments sont très intéressants, mais aussi pour voir qu'est-ce que c'est vraiment une leçon de rhétorique à la télé. Vraiment, véritablement, essayer de trouver cette vidéo, de la regarder, parce que pour moi, c'est une des clés de la réussite qui pourrait, on va dire, être intéressante pour Zemmour. Voilà. Oui, bah, je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus, en meeting évidemment, c'est pas la même attitude à avoir, mais là, voilà, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'il a pris un ton très grave, un ton très, comment dire? Très posé, très calme, et il s'en est sorti avec brio. Donc de toute façon, on va montrer quelques extraits pour que vous puissiez profiter un peu du spectacle, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir. De toute façon, après, je vous laisse regarder, sur la chaîne, on est en direct, hein, évidemment, tout simplement, il y a un truc, le replay, je crois que ça dure 56 minutes, un truc du style. Je vous invite à regarder le passage complet puisque alors ça peut être dur, moi j'ai regardé l'émission Direct en live, c'est assez difficile à regarder. Je sais pas ce que toi t'en avais pensé Doc, hein, vraiment, mais en tout cas j'ai trouvé que l'émission était dure à regarder puisque ça gueulait, en fait. C'est-à-dire que genre Léa Salamé et Ruquier le coupaient toutes les 2 secondes, c'était insupportable. Même lui, il a vraiment quand je dis qu'il a été d'un calme olympien, c'est qu'à mon avis, il y en a plus d'un qui sont pas aussi chauds que lui, en débat ou autre, qui auraient pété un plomb, je pense honnêtement, qui auraient envoyé péter les gens parce qu'ils pouvaient même pas dérouler une idée. Ils essayaient de le prendre au mot sur absolument tout ce qu'il disait, essayaient de le piéger et tout ça, mais tellement en fait que c'était pas du tout à regarder, c'était ni divertissant, ni non, il y avait pas de conversation. C'est juste Zemmour qui était face à des hyènes, tu vois, en train de se défendre comme il pouvait et c'était assez dur à regarder donc voilà. Après encore une fois, 2 heures ou 3 heures de Nagui, regarder Laurent Ruquier, c'est pas évident. Donc je vais mettre le premier passage donc a avec une citation de Zemmour, pour que tu saisisses un petit peu l'extrait, le doc. Zemmour dit: «J'ai envie parce que, je pense que la France est dans un état absolument lamentable. La France que j'aime et que j'ai aimée est en train de se disparaître». Donc je mets cet extrait de 33 secondes et on commentera ensuite. Vous avez envie? J'ai. Ça vous titille, en tout cas. On comprend dans le début du livre. Mais vous avez raison, mais vous avez vu, je ne suis pas hypocrite. Ah oui, non, d'accord. J'ai envie parce que je pense que la France étant dans un état absolument lamentable, que je pense que la France que j'aime, que j'ai aimée, est en train de disparaître. Et si vous voulez, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai pas du tout envie de l'avenir qu'on nous promet, que la démographie nous promette, que les bons esprits nous promettent, que les belles âmes nous promettent, que la lâcheté des politiques nous promettent. Donc voilà, bon, ça c'est finalement, on a tout résumé dans cette petite citation. C'est assez typique d'Éric Zemmour, j'ai envie de dire. Évidemment, c'est un constat qu'il a déjà posé. Le suicide français, ça veut dire déjà beaucoup. Donc dire que la France est dans un état absolument lamentable, c'est bien. Enfin, je veux dire, il l'a posé. Et surtout, alors, truc assez fou, et ce qui rend le moment plutôt épique, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'est pas contesté. C'est l'un des rares moments où il n'est pas contesté. C'est-à-dire que il y a juste un de Léa Salamé, puisque bon, bah, Léa Salamé, faut toujours qu'on l'entende parce que sinon, j'imagine qu'elle supporte pas. Mais du coup, il y a un silence quand même qui pèse, et je trouve le moment assez sympa. Donc c'était l'un des rares, moments agréables, on va dire, de la soirée, puisqu'il n'a pas été coupé 50 fois. Donc cet extrait a finalement pas beaucoup de choses à commenter, voilà. Donc là, un passage: «Je ne veux pas faire de candidature de témoignage», donc 37 secondes, je vous laisse profiter du Écrivez passage. noir sur blanc dans ce livre Mhm. que gagner la bataille des idées ne suffit pas, Absolument. qu'écrire des livres ne suffit pas. Vous l'écrivez, je crois que c'est votre fils qui vous le dit. Absolument. Maintenant, il faut rentrer dans l'action. Absolument. Il faut y aller. Alors pourquoi vous ne le dites pas? Est-ce que vous avez Parce peur? que- mais Est-ce que ma vous avez chère- peur? Est-ce que vous avez peur? Répondez-moi à cette question. Non, je n'ai pas peur. Hmm. Simplement, je veux choisir mon moment. Et est-ce que c'est pour Et rester je ne. plus et je longtemps ne- sur CNews aussi? Non, c'est pas Parce que pour- c'est vrai que dès que vous serez candidat, il n'y aura pas de discussion Bien possible. sûr, bien sûr, mais vous avez vu qu'il me cherche déjà des poux dans la tête avant même que je sois candidat. C'est donc la raison pour laquelle vous repoussez votre candidature? Non, c'est pas la raison pour laquelle je repousse ma candidature. Je ne veux pas faire de candidature de témoignage.
écrivez noir sur blanc dans ce Alors livre donc que là, ce passage, bon, mis à part le fait que là, vous avez un petit aperçu finalement de ce que dit Laurent Ruquier, c'est-à-dire que systématiquement, peu importe ce que peut donner comme réponse Éric Zemmour, a toujours, vous savez, cette espèce de délit d'intention, d'opinion. C'est-à-dire que genre systématiquement, non, il veut nous cacher quelque chose. S'il dit ça, ça veut dire qu'en fait, il pense ça. Et c'est complètement, encore une fois, c'est irregardable. Mais bon, bref. Éric Zemmour dit, je ne veux pas faire de candidature de témoignage. Donc là, je pense que ça veut tout dire, hein. Il n'a pas vocation à simplement se montrer, à se présenter comme ça et à devenir finalement derrière un apparatchik ou à rejoindre un parti. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as des exemples de candidatures de témoignages, Doc? Parce que on peut peut-être penser, je pense, aux petits, ce qu'on appellerait les petits candidats. Mais Éric Zemmour, à l'heure actuelle, sans être candidat, fait déjà 8%. Donc toi, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une candidature de témoignage? Et tu penses qu'il faut faire quoi pour éviter finalement d'être cette candidature de témoignage, ou en tout cas arrêter de montrer, en tout cas, comment dire, lever le voile sur son intention et sur le fait qu'il ne veuille pas être une candidature de témoignage? Moi, si j'étais lui, on va dire d'un point de vue de stratégie politique, ce que je ferais, c'est véritablement, donc je sortirais le livre, tu Mhm. vois, c'est ce qu'il va faire la tournée, et à l'issue de la tournée, se présenter, faire un méga meeting, en gros, je sais pas, à Paris, ou parce que bon, malheureusement, tout se passe à Paris, donc Mhm. on est dans un pays ultra centralisé, mais Ah bon, non, faire attention, un alors parce que méga moi je veux meeting. bien, mais on critique pas la centralisation, on est chez Zemmour quand même, hein. On va se faire taper sur les doigts. Ouais, bon, On n'est pas chez Front Populaire ici, hein, d'accord? Donc, non, après, ça, c'est sur un sujet sur lequel c'est un peu sensible pour moi, ouais, ah ouais. mais bon, oui, forcément, mais alors, et qu'il fasse donc ce super meeting dans lequel il se présente comme en disant, voilà, à la Générale de Gaulle, je vous ai compris, j'ai fait donc le Tour de France, j'ai senti donc les problématiques, j'ai recueilli les problématiques, etc. Il y a cet élan-là, on va y aller, on va s'en occuper et vraiment avoir il faut qu'il y ait vraiment ce côté, ben, alors on le cite beaucoup, hein, il y en a qui vont penser qu'on parle sans cesse des États-Unis, etc. Mais Trump, ce qui chez lui a été vraiment assez extraordinaire pour le coup, c'est qu'il n'y avait pas des grands discours, il n'y avait pas des grandes idées, c'est-à-dire que voilà, il n'était pas là à détailler l'étendue de son programme, etc. C'était vraiment en fait, c'était on va s'en occuper. C'était ça constamment, c'est-à-dire il y a des problèmes, on va être la solution, on va le faire. C'est-à-dire, c'est même pas, en fait, en disant ça, on va s'en occuper, on va le faire. C'est en fait, c'est même pas essayer d'apporter des solutions, c'est de dire, il y a pas de problème, parce qu'on est là et on va s'en occuper, on va tout mettre en œuvre. Et en fait, quand tu dis on va s'en occuper, on va le faire, c'est presque comme si, pour toi, les élections présidentielles, c'était qu'une étape, tu vois. Il faut vraiment qu'ils réussissent à créer cette impression, pour moi. Alors après, tu as parlé d'une candidature d'intention, c'est ça, enfin, De c'est témoignage. C'est le mot de repris, témoignage ouais. en soi, c'est parce que j'ai pas vu ce passage dans l'émission, en gros. En fait, le fait qu'il joue sur les deux tableaux, tu veux dire, en gros, que en fait, il lui reprochait ça, le fait qu'on se doute qu'ils veulent y aller, mais qu'il y va pas, en Non, non, fait. non, ce qui veut dire, c'est le candidature de témoignage, en tout cas l'interprétation que j'en fais, je pense que c'est ce qui veut dire, c'est qu'il est pas là simplement pour montrer ses idées politiques vite fait, et en fait, en gros, qu'il est là pour gagner. En fait, qu'il y va Ah pour oui, non, faire, pour avoir la majorité et être élu, en gros. clairement, il a plus à perdre en allant donc à la course à la présidentielle qu'en Mhm. restant tranquillement. Pourquoi? Parce que Éric Zemmour avait donc cette émission donc face à l'info. Il a ses livres, donc il sait qu'il peut avoir des revenus, on va dire, réguliers de par le biais donc de la chaîne d'info et par le biais donc de ses livres. Donc, je veux dire, il avait en soi, il fait partie de ces Français qui vivent au-dessus, on va dire, de la moyenne. C'est-à-dire, il vivait le French Dream, quoi, tu vois, il était bien. Mais en fait, quand tu rentres dans l'arène politique, et on en parlait avec Joachim Murat, donc, parce que j'ai demandé dans l'interview que j'ai réalisée avec lui s'il comptait aller en politique, il disait que bon, c'était pas du tout sa priorité pour le moment. Mais pourquoi? Parce que quand tu vas en politique, tu te fais massacrer, et pas seulement toi, c'est le cas de ta famille. Il suffit de regarder notamment le traitement de l'affaire Fillon, comment ça s'est passé, où en fait il y avait Fillon et puis il y avait sa femme, ses enfants ont pris, etc. À un moment donné, c'était pas bon de s'appeler Fillon.
Donc rentrer dans l'arène Mmh. politique, c'est rentrer dans l'univers de l'ultra-violence. Donc oui, il a tout à perdre, on va dire, dans ce processus-là. Mais il le fait parce que, pour moi, il trouve que maintenant, c'est aller trop loin, c'est intolérable. Et je crois que vraiment, c'est des problématiques qui le hantent. C'est-à-dire, vraiment, je pense que la France qu'il connaît aujourd'hui, ça le hante profondément et que, justement, si c'était un individu qui était juste là pour se faire voir, etc., je ne pense pas qu'il irait à l'élection présidentielle. Il continuerait face à l'info, il continuera à vendre ses livres, et puis voilà, tu vois. Donc, on voit que malgré tout, il y a une volonté de rentrer dans l'arène et que ça peut être extrêmement dangereux pour lui. Même d'un point de vue de sécurité, on est quand même dans un pays où, enfin, il faut le rappeler, parce que il y a quand même eu l'an dernier, enfin, aux élections juste précédentes, il y a quand même eu, il me semble que c'était François Fillon et Marine Le Pen qui ont été ciblés par une tentative d'attentat à Marseille ou je sais plus où. Donc on voit que quand même, il y a, il y a de la tension, c'est-à-dire que ça reste aussi dangereux physiquement pour eux. Pas seulement pour, on va dire, pour tout la politique, etc., les médias, non. Physiquement, c'est aussi dangereux pour lui. Mais de Ouais. toute façon, Zemmour, sa vie est dans, enfin, il vit dans le danger perpétuel, Zemmour. Il vit dans un danger, pardon, qui est permanent. Donc, ça va être véritablement intéressant de voir tout ça parce que je crois qu'on va avoir un candidat qui, pour une fois, en plus, n'est pas dans une logique de parti avec des intérêts, par exemple, d'être ministre ou quoi, de rebondir quelque part parce qu'on sait que certains vont se lancer dans la présidentielle pour, par exemple, après avoir des postes à droite à gauche. Par exemple, on peut citer Bruno Le Maire qui avait fait la primaire et qui après a été récupéré par Macron. C'est aussi une manière de voir Xavier ça. Bertrand. Voilà, non, mais, non, mais c'est vrai, il y a des candidats, et ça, il faut que les gens le comprennent, il y a des candidats qui sont parfaitement conscients qu'ils ne gagneront pas les élections présidentielles. Mais ils le font parce que ça permet d'avoir, on va dire, la lumière, la lumière et d'attirer l'attention et peut-être de faire partie, s'ils ne sont pas trop loin de certaines idées, du gouvernement, enfin du gouvernement qui va être élu. Donc, enfin, du président qui va choisir son gouvernement, etc. Donc là, on est sur un individu qui n'est pas dans cette logique-là. Donc pour moi, il y va vraiment pour, on va dire, pour ses idées, quoi. Donc ça va être intéressant à suivre vraiment, et on va suivre ça de très près de toute façon, comme vous le savez. Oui, je pense que ça promet du lourd, quoi. Donc, je ne veux pas faire de candidature de témoignage, donc ok. Donc, on a vu cet extrait. Alors, je mets les extraits un petit peu au fur et à mesure, hein. Donc là, on a un extrait sur les musulmans. Donc, je vous laisse profiter. Le passage est un petit peu plus Intéressant, long, 1 minute 50. intéressant du livre. Donc, Très je ne intéressant. veux pas y C'est revenir pour ça dans que c'est pour ça que je le raconte. Je ne veux pas y revenir dans le détail, mais puisqu'on parlait justement des mesures à prendre et du plan à propos de l'immigration ou de l'assimilation, il vous demande, Macron, à la fin des 45 minutes que vous passez ensemble au téléphone, je rappelle qu'il vous a appelé parce que vous êtes fait, à juste raison, je trouve d'ailleurs, parce que vous êtes fait Oui. agresser dans J'ai la apprécié rue, son geste. et vous faites bien. Vous parlez 45 minutes au téléphone et à la fin, il vous dit, eh ben, si vous avez un plan, faites-le moi parvenir. Mais vous nous Donc là, oui, juste je fais une petite coupure, hein, parce que c'est vrai qu'1 minute 57 d'un coup, ça va être brutal. 1 minute 57, oui, c'est ça. Donc il revient évidemment sur l'agression d'Éric Zemmour et l'appel qu'a eu Macron. C'est sorti dans le Figaro Magazine, d'ailleurs, qui était affiché derrière Laurent Ruquier. Il y a ce passage du livre où il explique que Emmanuel Macron lui a demandé une fiche. Enfin, ils ont parlé d'immigration pendant 45 minutes, c'est ça. Enfin, ils ont parlé de beaucoup de choses. Éric Zemmour a donné son point de vue sur l'immigration en disant que c'était dramatique. Enfin, il a expliqué tout ce qui se passait. Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas d'accord avec lui, mais il a dit qu'il aimerait beaucoup avoir son plan pour l'immigration. Et ça, il l'a révélé. On savait qu'il y avait eu cet échange autour de l'immigration, que Emmanuel Macron n'était pas d'accord, mais qu'il l'avait entendu, entre guillemets. Et Éric Zemmour ne lui a pas apparemment envoyé son plan. En tout cas, c'est ce qui va être révélé là, donc je vous laisse profiter. ne dites pas si vous l'avez fait parvenir. Non, Ah, je le pourquoi? garde pour moi. Ah, vous gardez ce plan pour vous. Tout simplement parce qu'il ne l'appliquera pas. Parce que ce plan que j'ai en tête, et j'ai très clairement en tête, on ne peut l'appliquer que si on se débarrasse des contraintes juridiques de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice, du Conseil constitutionnel, et qu'on enlève en vérité... Aujourd'hui, on croit que la politique de l'immigration est une responsabilité de l'État. En fait, pas du tout. On l'a confiée depuis 40 ans aux immigrés.
Ce sont les immigrés qui décident qui vient en France. Et donc, il faut enlever ces droits automatiques qu'on leur a accordés. Donc là, c'est assez malin puisque vous regardez aussi, on a un autre passage assez agréable puisque Laurent Ruquier et Léa Salamé ne l'ouvrent pas, hein, voilà donc et c'est très marrant parce que Éric Zemmour finalement déroule son truc, donc là le doc pour te résumer, il est en train de parler du fait que il n'a pas donné son plan à Emmanuel Macron pour la simple bonne raison qu'il ne l'exécutera pas puisque ça demande évidemment de se détacher de pas mal de choses dont j'imagine la Cour européenne des droits de l'homme et compagnie. Donc il a pas mal appuyé son truc et il y a un moment de silence sans contradiction où c'est il tape sur Macron gratuitement et ça je trouve ça assez génial. Donc je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ce côté Emmanuel Macron lui demande son plan sur l'immigration, est-ce que tu penses que ça peut jouer dans l'opinion? Parce que je sais que ça peut titiller des personnes. Il y a des gens qui ont commencé à dire ah vous voyez finalement Emmanuel Macron et Éric Zemmour travaillent ensemble. Bon, ce qui est complètement à côté de la plaque, hein, on est bien d'accord. Mais est-ce que tu penses que ça peut jouer? Est-ce que c'est anecdotique pour toi? Non, c'est extrêmement important parce que ça montre ce que Douglas Murray avait souligné dans son ouvrage L'étrange suicide de l'Europe, que je conseille véritablement à tous ceux qui nous regardent. C'est vraiment un livre urgent à lire, c'est-à-dire si vous allez acheter le livre d'Éric Zemmour cette semaine, achetez le livre d'Éric Zemmour et Douglas Murray, L'étrange suicide de l'Europe. Et au début donc de l'ouvrage, Douglas Murray explique que Angela Merkel, qui a été pourtant celle qui a ouvert les portes de l'Europe aux migrants, donc comment ça s'appelle, a eu dans un entretien privé avec ses collaborateurs témoigné sa grande inquiétude en fait, c'était en 2015 pendant la crise migratoire, face en fait à ce flux perpétuel. Et elle disait mon Dieu mais comment on va faire, enfin voilà, elle était complètement désemparée et pourtant donc en privé, elle était très inquiète de ça. Et pourtant, en fait, c'est elle qui a laissé faire tout ça. En partie, il n'y a pas qu'elle, bien sûr. Hein. On ne va pas mettre ça que sur le dos d'Angela Merkel. Donc, bon, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'aujourd'hui, tous nos politiques, tous, sauf peut-être Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, sont conscients véritablement qu'il y a un problème au niveau de l'immigration. Je pense que Macron le sait pertinemment, il est à mon avis suffisamment intelligent pour le comprendre. De toute façon, en fait, soit il est pas intelligent et il est complètement idiot, il ne le voit pas, soit en fait il sait très bien qu'il ne peut pas aborder ces questions frontalement parce que c'est un pleutre. De toute façon, il faut comprendre qu'on a une génération d'hommes politiques qui sont des pleutres, des lâches. Moi, vraiment, je le dis, je le répète, on a des hommes politiques qui n'osent pas aborder des problématiques, qui n'ont aucun courage politique, qui véritablement sont consensuels, ne cessent d'avoir un discours qui est naïf, enfin, une béatitude complète. Pourquoi? Parce que ils ont peur en fait. Ils sont marqués du sceau de la peur. Donc en fait, je crois véritablement que Macron sait parfaitement qu'il y a un problème avec l'immigration en France. Je pense qu'il est d'accord avec Zemmour sur bien des aspects, et c'est pas le seul, à mon avis. Dans son gouvernement, on a quand même des hommes qui étaient à droite. Je pense que, par exemple, Bruno Le Maire, et lui aussi, on en parlait tout à l'heure, est aussi très conscient de ces problématiques-là. Je pense que Gérald Darmanin est également très alerte aussi avec ces questions-là, quand tu es ministre de l'Intérieur, surtout. Mais bon, en fait, ils ne font rien. Et pour moi, ces gens-là, je le dis sincèrement, ils ont un poids sur les épaules, voire du sang sur les mains qui est considérable. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont conscients de tout ce qui se passe et ils ne font rien. C'est-à-dire que même symboliquement, ils ne sont pas dans une posture de lutte. C'est-à-dire que, limite, j'en voudrais moins à Macron s'il abordait ces thèmes-là, mais que tu vois, derrière, il n'y avait pas de réel geste politique. Là, en fait, il n'aborde pas ces questions-là et il n'y a pas en plus de politique. Donc ça donne l'impression que vraiment, il y a un désintérêt pour ces questions-là, alors que les Français sont en demande Ouais, parce qu'il passe que par un logiciel économie, enfin, il pense qu'à l'économie en fait, c'est son souci, mais c'est son logiciel idéologique qui fait ça en fait. C'est ça. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est que, tu vois, il pourrait aborder ces problématiques-là sans rentrer dans, on va dire, les positions d'Éric Zemmour. Mais en plus de ça, en fait, il rentre dans le total opposé, c'est-à-dire on n'aborde pas ces problématiques-là.
Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que l'offre politique n'aborde pas en fait certains thèmes parce qu'ils sont trop sensibles. Et donc, en fait, je pense que de toute façon, surtout pour Macron, qui est machiavélien quand même, je pense qu'il a quand même des références littéraires qui sont assez larges. Je ne peux pas croire le fait qu'il n'est pas conscient de ces problématiques-là. Mais il ne fait rien manifestement. Donc en fait, il rentre dans cette logique qu'a en fait souligné Douglas Murray, et je rajouterai pour parler de Douglas Murray, que je cite beaucoup et abondamment, que aussi l'Europe tout entière est dans une logique de on est comment on appelle ça? On est le phare du monde, on Mhm. doit accueillir toute la lumière, et particulièrement la France, puisqu'on a une tradition au niveau de l'asile. Mais en fait, il faut sortir de ce paradigme-là. Tout simplement. Il faut véritablement en sortir. Même, je dirais, pour les conceptions de l'asile, etc. Alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi sur cette question-là, mais on ne peut plus se le permettre. C'est-à-dire que aussi, là où j'en veux aux grands théoriciens du grand remplacement, en fait, c'est-à-dire à ceux qui ont laissé faire tout ça, si tu veux, Mhm. c'est que en fait, ils nous ont tellement submergés de vagues d'immigration qu'en fait, même on va dire, des missions qui étaient hautement symboliques et importantes comme l'asile, en fait, ne pourront plus être menées dans les années à venir tellement, en fait, le loup est rentré dans la bergerie. C'est-à-dire qu'en soi, on va devoir tellement serrer la vis qu'on va devoir renier une partie des missions qui étaient, on va dire, qui étaient une partie de la France, de l'identité française, parce que c'est vrai que la France a toujours eu, tu sais, ce rapport avec l'asile, on récupère, que ce soit avec la diaspora russe qui a fui le Mhm. communisme, les Espagnols qui ont fui Franco, etc. Bon, même s'il y en a certains qui sont repartis parce qu'on sait que malgré tout, il y a une immigration qui est arrivée en France et beaucoup ne sont pas restés. Bon, voilà, mais malgré tout, la France avait ce poids-là. Mais là, on était déjà dans le carcan européen, hein, ou du moins Oui, ça, occidental. ça restait dans la même civilisation et finalement l'assimilation était moins douloureuse, quoi. Exactement. Et même si la Russie est un pays qui a un peu, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, malgré tout, par le biais de l'orthodoxie, elle est plus proche de l'Occident que, par exemple, de l'Asie, ou même du monde musulman, de toute façon, même s'il y a Ouais. beaucoup de musulmans, etc. Mais il n'en demeure pas moins que la France avait ce rôle-là et on va devoir peut-être faire une croix sur cela parce que en fait on peut plus on peut plus accueillir. Mhm. C'est ni bon pour nous et c'est ni bon d'ailleurs pour ceux qu'on accueille. Pourquoi? Parce que ils sont accueillis dans des conditions, il suffit d'aller à la jungle de Calais, c'est des bidonvilles en France quoi. Enfin on est à Bogota quoi. Bogota ou le Brésil, à vous de choisir quoi. Donc en fait c'est ni bon pour ceux qui viennent et c'est ni bon pour les riverains. Donc à un moment donné, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Et en fait, le problème c'est que on a trop laissé faire tout ça et c'est plus possible. Donc voilà, je vous conseille véritablement de lire cet ouvrage qui est véritablement brillant. Et en plus, il y a eu un article pour ceux qui sont abonnés du Figaro aujourd'hui, Figaro Vox, où en fait il posait des questions à Douglas Murray sur comment on pourrait faire pour régler en fait ces questions-là. Et à mon avis, d'ailleurs, on va avoir des très bons papiers de Douglas Murray qui va, à mon avis, s'intéresser beaucoup comment ça s'appelle, aux élections présidentielles, notamment avec l'arrivée de Zemmour, puisque je pense qu'il sera forcément sensible aux arguments de Zemmour. Je me souviens que d'ailleurs Douglas Murray est un francophile, il avait écrit un texte qui était absolument sublime après les attentats que la France avait subis, que d'ailleurs je vous invite à lire puisqu'il est toujours d'actualité. De toute Après façon, tout lesquels comme attentats, parce que c'est vrai qu'on va toutes les 2 semaines. mon pauvre, alors je ne saurais même plus te Hmm. dire tellement en fait, Ouais. je veux dire, 13 novembre peut-être? oui, je pense que c'était pour le Bataclan d'ailleurs. Donc, Ouais. vraiment, je sais pas, peut-être que vous pouvez retrouver le lien assez facilement, mais voilà, c'était un beau texte. Et donc, voilà, lisez ce livre et vous comprendrez pourquoi, en fait, des personnalités comme Macron peuvent être à la fois intéressées par ces problématiques-là, parce qu'on va dire ils sont extrêmement conscients. Je pense qu'aussi, il y a une volonté de Macron, de par une certaine forme de curiosité intellectuelle, de savoir quelle serait véritablement la logique et, on va dire, les différentes mesures politiques qui pourraient, on va dire, réduire l'immigration. Mais on ne va pas Ouais. mentir, on le sait. Et ça, c'est le grand tabou que malheureusement aussi Eric Zemmour va devoir aborder à un moment donné, c'est la question de l'Europe. Mhm.
c'est que l'Europe, avec les directives, etc., par exemple, a consacré le regroupement familial. Ouais. Donc, à partir de Bon là, après tu ça, touches au c'est une mesure qui a été prise quand même, genre par le gouvernement français à l'époque, par oui, Giscard oui, et ensuite, bien voilà et on sûr, n'a pas voulu y toucher d'ailleurs. Au bout d'un moment, quand on a voulu y toucher, ça a été refusé donc bien sûr. bon. Mais Après c'est maintenant, c'est sûr au que ça a niveau été institutionnalisé dans l'Union européenne, quoi, donc c'est ça, donc c'est plus dur à faire sauter, puisque normalement, il y a le verrou supranational qui te signifie non, vu que c'est dans le droit communautaire, tu ne peux pas y toucher. Donc ça va être très inquiétant. De toute façon, je le dis tel quel, si Zemmour veut aller au bout de son projet, imaginons s'il est élu, il va devoir faire une révision constitutionnelle, il va devoir faire des référendums sur la question de l'immigration, il va devoir véritablement faire un chantier qui va être massif, hein. Rome ne va pas se faire en un jour, hein. mmh C'est-à-dire que Ça va être douloureux. l'élection, ouais, ça va être douloureux. Il faut savoir que même si, imaginons, il est élu, ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Ce sera très difficile, et d'autant plus qu'il y aura une opposition en face qui va être mais extrême, hein. Ça va être très délicat. Mais bon, de toute façon, maintenant, c'est devenu urgent. Donc, il faut maintenant mettre le doigt dans Bah, c'est l'engrenage, hein. ça ou c'est fini, quoi, donc Ah oui, c'est soit ça, soit c'est fini. Donc, il faut l'accepter. Il faut signer maintenant, hein, ouais, parce que c'est soit ça, soit c'est pire. Donc, voilà. ouais. Très bien, on va faire un autre petit extrait donc où il parle de Marine Le Pen en disant qu'elle ne gagnera jamais. Ensuite, on viendra rapidement sur un petit événement que j'ai oublié de mentionner en même temps que le CSA, puisque ça s'est déroulé dans la même journée. C'est le fait qu'il était relaxé et son procès décalé. Et on terminera, je pense, l'émission là-dessus, parce qu'on est déjà à quasiment 1 heure et demie. Donc voilà. Donc l'extrait Marine Le Pen ne gagnera jamais. Aujourd'hui, voter Marine Le Pen, c'est voter Macron. Éric Zemmour. Donc je passe ce petit extrait de 1 minute. Donc je vous laisse situer. Marine Le Pen a hérité du parti, du Front National, du parti de son père, du positionnement de son père, du corpus idéologique de son père, etc. Maintenant, j'ai toujours plaidé pour un grand rassemblement des droites. Je pense que Jacques Chirac a eu tort de ne pas s'allier au Front National jadis. Il aurait d'ailleurs tué le Front National comme Mitterrand avait tué le Parti Alors communiste. pourquoi vous ne vous alliez pas avec Marine Le Pen? Mais parce que je pense, premièrement, que Marine Le Pen ne gagnera jamais. Pourquoi? D'ailleurs, tous les gens au Front National le savent. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, Oui, la petite arrêt, genre Léa Salamé, pourquoi? 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 Vous savez, elle veut pas, genre, elle veut pas lui laisser terminer sa phrase, genre, pourquoi? Pourquoi? Elle insiste. Elle avait fait un peu un truc pareil dans On n'est pas couché, quand il avait justement sorti Suicide français et qu'elle était avec Aymeric Caron, hein, donc on avait vraiment un duo de glandus, et c'était pas idéal. Et elle avait sorti, voilà, elle pousse, elle pousse, elle pousse, et c'est vraiment insupportable. Je laisse l'extrait défiler, allez-y. vous avez vu son débat il y a 4 ans Elle n'a pas progressé face à depuis? Emmanuel Macron. Non, je ne trouve pas qu'elle ait progressé. Je pense que les Français s'en sont rendus compte. Je pense qu'elle-même s'en s'est rendue compte. Vous avez vu les régionales. Tout le monde nous prédisait 2, 3 régions. C'est comme ça, c'est injuste. Mais la vie est injuste. Et je pense qu'elle ne gagnera jamais et qu'aujourd'hui, voter Marine Le Pen, c'est voter Macron. Donc bon, il termine sa démonstration sur le fait qu'évidemment, au régional, elle s'est plantée. On lui avait promis 2-3 régions à Marine Le Pen, en tout cas au Rassemblement national. Et finalement, ça a été un échec total. Et non seulement elle n'a pas mobilisé, mais elle a démobilisé ses propres électeurs, ce qui est quand même quelque chose, hein, une performance, il faut l'admettre. Mais pour le coup, c'est pas de la faute, enfin, je veux dire, c'est pas uniquement de la faute de Marine, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses autour du Rassemblement national et il l'explique. Et il termine finalement en disant que c'est comme ça, c'est injuste, la vie est injuste. Alors bon, c'est un peu la conclusion, la conclusion un peu lambda. Bon, ça passe toujours, mais en attendant, c'est vrai que Marine Le Pen, on peut lui reprocher énormément de choses, mais c'est vrai qu'elle a tenu la barque d'une certaine façon concernant les idées nationalistes ou patriotes. Même si elle les a tenus finalement maladroitement, même si elle les a tenus parfois sans trop de conviction. On sait notamment qu'elle est plutôt proche de Philippot sur bien des idées, notamment sur la souveraineté, mettre la souveraineté au-dessus de l'identité. On sait qu'elle est plutôt proche de ça, du mouvement un peu philippotiste, un peu UPR, Asselineau, j'imagine, plutôt proche Philippot.
Surtout sur la question sociale, évidemment en économie, mais sur le reste, on peut pas lui en vouloir et je pense qu'il faut même plutôt, la comment dire? La remercier d'une certaine idée puisqu'elle a tenu la barque, voilà. Et elle a tenu la barque comme elle pouvait, mais c'est vrai qu'il faut maintenant s'en aller, hein. Je pense qu'il faut laisser sa place et il faut, et c'est comme disait, Éric Zemmour: «Marine Le Pen ne gagnera jamais». Aujourd'hui, voter Marine Le Pen, c'est voter Macron. C'était déjà un argument qui était ressorti par et François Fillon en 2017 qui disait que, voter Marine Le Pen, c'était voter Macron en fait, puisque forcément face à Marine Le Pen, comme on pouvait dire une chèvre peut être élue, donc Macron a été élu quoi, donc c'était un petit peu la suite logique. Bon là-dessus, on a déjà parlé régulièrement de Marine Le Pen, on sait à peu près ce qu'on pense, en tout cas ce que le doc pense et ce que je pense aussi. Elle veut pas accepter sa défaite, oui, alors c'est difficile, elle a un parti aussi derrière elle. C'est quelque chose, je pense, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, qui dépendent d'elle au niveau du travail. D'ailleurs, il y a une vidéo de Julien Rochdy, qui est un personnage qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais qui a fait son parcours au Front national, hem et qui a très bien expliqué ça, hein, ce qui se passe en interne, finalement, il y a beaucoup de gens qui dépendent d'elle, hein, donc c'est quelque chose, il y a une pression, j'imagine. Elle n'a rien pour mobiliser, elle n'incarne rien quand on creuse. Oui, mais bon après ça c'est sûr que c'est beaucoup moins, il y a une force de conviction qui est pas, qu'on peut pas vraiment mettre en rapport avec, la force de conviction d'Éric Zemmour, ça c'est sûr et Zemmour a évidemment, l'avantage de et on a vu ça dans un sondage, je crois mené par Dabi, donc je sais plus c'est quoi, mais, en disant qu'au final il, récupérait, son électorat 50% chez LR, 50% chez RN, donc l'union des droites. On est vraiment sur un ratio, positif, très positif pour lui puisque ça veut dire qu'il fait je dirais pas unanimité, mais qu'en tout cas, il arrive à avoir ses électeurs, ses potentiels électeurs, pardonnez-moi, à la fois, sur une droite plutôt libérale, donc une droite plutôt bourgeoise finalement. C'est lui qui a utilisé le terme d'ailleurs dans cette émission, je n'ai pas l'extrait, mais il a utilisé ce terme-là et une droite plutôt populaire qui serait incarnée par le Rassemblement national. Et c'est, ce qu'il disait le dilemme un petit peu gaulliste, gaullien, c'est ce qu'avait fait le général de Gaulle puisqu'il avait allié une bourgeoisie de droite et une droite populaire pour faire face au parti communiste à l'époque et aux forces de gauche. Hem, donc voilà, je pense qu'on peut terminer sur On est en direct, c'était une émission, comme je disais, assez peu regardable. Évidemment, allez la regarder, hein, quand même, ça reste intéressant. Zemmour est très pertinent, il est bien souvent pertinent. Hem et vraiment vous serez dégoûté. Si vous avez un petit peu de sympathie pour Laurent Ruquier, normalement ça devrait se calmer, après cette émission et vous devriez être vacciné. Donc voilà et j'en profite pour dire que demain à 9 heures, il est chez Pascal Praud dans l'heure des pros sur CNews, et j'invite aussi tout le monde à regarder cette émission puisqu'il va parler de son livre. On va lui poser des questions probablement beaucoup plus pertinentes puisqu'on connaît que enfin, on veut dire Laurent Ruquier et Pascal Praud, on passe quand même, du coq à l'âne donc voilà. Donc je vous invite clairement à aller le regarder demain, et on va terminer sur un petit article sur le fait que son procès ait été reporté. Donc dans la même journée, je crois à 16 heures, il était relaxé, à 20 heures, le CSA comment dire? Voulait décompter ses heures donc bon, coïncidence, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, Éric Zemmour, son procès reporté à 2022 en pleine campagne présidentielle, parce qu'évidemment il y avait deux procès, enfin il y avait deux poursuites, j'ai pas les termes, je suis pas juré, je suis désolé. Il a été relaxé sur, les propos tenus lors de la convention de la droite et là, il a son procès qui a été reporté, pour provocation à la haine et à la violence, parce après il a tenu propos sur les mineurs isolés où il a dit: «Tous les mineurs isolés sont hein, voilà, alors je vais pas le dire sur Twitch. Il s'est rattrapé, 10 secondes après, mais apparemment, finalement, on s'en fout. Il y a pas le droit d'erreur, de fra non, non, même si tu reformules le truc après, ça pose pas de problème. Donc l'éditorialiste de CNews doit être jugé ce mercredi 8 septembre pour provocation à la haine et à la violence, après des propos qu'il a tenus au sujet des mineurs isolés. Mais selon Marianne, face à un afflux inattendu de parties civiles demandant réparation, le procès devrait être reporté à 2022. Comme c'est bizarre. En pleine, campagne, présidentielle ça quand même. Ce serait con non, Doc? Tu penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est une énième manœuvre politique ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment beaucoup soudainement de partis civils qui font que, voilà. Après c'est peut-être par le biais de ces partis civils qui sont déclarés et qu'il y a une pression politique, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il nous ferait pas une Fillon bis?
Non, mais c'est ça. De toute façon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gauche a très bien vu que l'une des méthodes pour gagner, c'était d'attaquer les candidats sur le terrain donc judiciaire. Mmh. Donc ça a marché pour Fillon. Il serait bête de ne pas recommencer puisqu'on est dans une logique donc de combat politique. Donc bon, ils vont le faire avec Zemmour, hein. C'est une certitude, hein. C'est-à-dire que il y a le CSA déjà. Il va y avoir donc les médias qui vont s'acharner sur lui. Il va y avoir donc en plus le monde juridique aussi qui va jouer un rôle dans tout ça. Donc oui, en fait, de toute façon, les choses ne sont jamais faites par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie, ou alors vraiment très peu. Et en politique, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a une volonté de nuire quoi, à sa candidature. Donc, bon, il y a une œuf sous le soleil, donc après, c'est à lui d'avoir le cuir solide et d'aller au combat, quoi, parce que il a touché à ce qu'il y a de plus sacré, c'est-à-dire la politique. Mmh. Surtout en France, avec les juges communistes, les juges rouges, c'est encore plus difficile. Donc voilà, il a touché à quelque chose de sacré, donc ils ne lui feront aucun cadeau. Et le CSA le prouve. Le déplacement de ce procès, il me semble, vers le premier ou le second tour, il me semble que c'est plus vers le premier, eh bien c'est un rappel pour tout ça. Donc voilà, ce sont des manœuvres. Voilà, ce Mmh. sont des manœuvres et il faut véritablement s'en inquiéter. Voilà. Mais après, c'est le jeu. Malheureusement, c'est le jeu et il va devoir faire avec. Il va devoir composer avec ça tout le long, de toute façon. Voilà. Oui, mais c'est sûr que de toute façon ça va jouer comme ça, hein, puisque sur les idées, encore une fois, il fait l'unanimité. D'ailleurs, il leur disait encore dans on est en direct, 70 des Français pensent comme lui, sur, tout ce qui est, sujet d'identité, que ce soit sur l'islam, le fait que ce soit compatible ou non avec la République, le fait qu'il y ait trop d'immigration, enfin ce genre de choses-là, 70 des Français sont d'accord. Donc l'avoir sur le plan des idées, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a pu voir, dans bien des débats et en général, on le tape un peu plus en dessous de la ceinture qu'au niveau des idées aujourd'hui. On cherche plus vraiment à contester ce qu'il dit puisque, je veux dire, c'est tellement frappant, tellement marquant. La réalité, est raccord avec les idées d'Éric Zemmour. On peut pas, ouvrir comme tu disais, tu regardes à ta fenêtre, tu quelque chose qui te donne envie de voter Zemmour soudainement, tu vois? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas possible. Donc évidemment, ils vont lancer des procédures, ils vont commencer à faire des trucs. J'imagine qu'on va lui trouver peut-être un compte offshore, tu vois? Je sais pas, genre, ils vont sortir tous les trucs possibles et inimaginables. Il aurait engagé aussi ses enfants comme assistants parlementaires, alors que bon, il a jamais été député. Mais ils osent Ah, tout, hein. c'est ça, mais de toute façon, comment dire, ça va être tout le temps utilisé par la gauche, ça, et il faut qu'il se prépare. Je pense qu'aussi lui-même sait qu'il n'a rien derrière parce qu'il sait pertinemment que des journalistes vont fouiller vont tout fouiller. Après, voilà, son avantage aussi, c'est que il n'a jamais été dans le monde politique, donc on ne pourra pas lui dire. En fait, pour les Français, ce qu'il y a de pire, c'est dire aux Français, voilà, on a volé ton argent. Voilà, Mmh. en gros, c'est ça. Et c'est L'enrichissement personnel et ce genre de trucs. vraiment, pour le Français, il n'y a rien de plus intolérable que la notion de l'argent. De toute façon, l'argent est le tabou ultime en France, bien avant des considérations sur la religion, le sexe, etc. Le tabou en France, c'est l'argent. C'est ce qui rend Mmh. fou les gens. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une déraison envers Fillon et une haine qui a été exagérée, enfin, par rapport à leur... non pas euh, que ce qu'il a fait est acceptable ou pas, hein, c'est pas ces questions-là, mais vraiment il y a eu une haine envers lui. On voit que dès que ça concerne l'argent en France, de toute façon les Français ont un problème avec l'argent, hein, on va pas mentir. Mmh. Donc voilà, c'est son avantage, c'est qu'il n'a pas été dans le monde politique, donc on ne peut pas l'accuser de malversation, d'avoir détourné de l'argent, que le De phobie contribuable. administrative. Ah, c'est ça, donc vraiment, à mon avis, s'il y va, c'est parce qu'il sait que véritablement, il n'y a pas. Mais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, vu qu'on vit à l'ère de la post-vérité, de la post-justice, etc., bon, une fille peut très bien l'accuser d'avoir commis le pire, et vu que maintenant, de toute façon, c'est devenu une mode, voilà, il y a ces risques-là. Donc, et il y a le risque aussi d'une mise en examen. Ça, c'est aussi un problème parce que les juges aujourd'hui sont politisés. Donc, Mmh. vous pouvez être très bien mis en examen parce que la mise en examen ne veut pas dire culpabilité.
Mais voilà, il va y avoir, on va dire, des tentatives. Moi, j'en suis sûr. Et il faut se préparer à ça. Et à mon avis, il s'y prépare d'ailleurs. Ouais, je Il s'y pense. prépare, il le sait. Mmh. Voilà. Mais, Bon, mais à un moment à donné, défaut d'avoir gagné la bataille des idées, ils ont encore la main mise sur la justice, donc bon, c'est ça. c'est Voilà. des mauvais joueurs. Voilà, c'est des mauvais joueurs, mais bon, tu sais, comme j'allais te dire, ça témoigne quand même d'une forme d'inquiétude de la gauche. Oui, C'est-à-dire que vraiment, totalement. l'utilisation de tous ces stratagèmes-là montre très bien, et ils savent que de toute façon, je vais te dire une chose. Même si Zemmour, imaginons, ne gagne pas en 2022, il y aura un de ces avatars qui un jour prendra le pouvoir en France. C'est une Mmh. certitude. Il faut vraiment sortir de cette idée. Un jour, la droite dure reviendra en France, arrivera au pouvoir en France. Ce n'est qu'une question de temps. Alors après, il est possible que ça sera trop tard, d'où l'importance de l'échéance 2022. Mais une chose est sûre, c'est qu'un jour, il y aura un candidat qui gagnera les élections avec des idées à la Zemmour. Peut-être que ce sera lui. Et si c'est pas lui, de toute façon, ça sera un de ses avatars. Donc, de toute façon, tout ce qu'on fait aujourd'hui est utile parce qu'on Mmh. est dans cette lutte et ce combat politique-là. Donc, ça arrivera. Notre jour viendra. Il faut être juste patient, même si malheureusement, ben, des Français risquent de payer le prix du sang parce qu'il y aura toujours ce laxisme-là. Ça, c'est une certitude, mais notre heure viendra. Donc, il faut attendre patiemment, mener le combat politique qu'on mène aujourd'hui. Et de toute façon, ben, à un moment donné, ces juges-là ne seront pas éternels. Il y aura une recomposition et je suis sûr, j'en suis sûr qu'un jour, notre idéologie reprendra le pouvoir dans l'esprit des gens. Parce que s'il y a bien une leçon qu'il faut tirer de la politique, c'est que rien n'est éternel. Rien. Tu vois, donc vraiment, ça va le faire, quoi. On va s'en Oui, oui, occuper. on y croit. On termine sur cette note positive, c'est pas mal. Je voulais aussi finir sur un truc, Ouais. c'est un appel à témoins. Alors, bon, comme tu sais, on a parlé de la première émission Mmh. sur l'université française. Donc, je lance une bouteille à la mer. C'est l'instant bouteille à la mer. On cherche, donc la deuxième émission va porter sur le féminisme. Donc, on cherche à débattre, en fait, avec une néo-féministe. Alors, pas une féministe qu'on pourrait retrouver à droite. Donc, voilà, je lance un appel à témoins. Je souhaiterais débattre avec une néo-féministe. Alors, je dis les choses clairement, il n'y aura aucune animosité. Il n'y aura pas de bidouillage, on n'est pas chez Quotidien, il n'y aura pas une volonté de la tourner en ridicule. Il y aura vraiment, on veut jouer à 100% franc jeu, il n'y aura aucune forme d'animosité ni de méchanceté gratuite sur le plateau. Ce sera, enfin, Un dans l'émission. véritable débat, quoi. Ce sera un véritable débat. Donc voilà, je lance une bouteille à la mer. Si certains connaissent des néo-féministes qui seraient capables d'accepter ce débat, Ou et s'il y a de des néo-féministes parmi nous qui nous regardent, hein, écoutez, manifestez-vous. de toute façon, on parlait en off, il commence à y avoir des journalistes de quotidien qui veulent nous suivre sur Instagram, etc. Donc peut-être qu'ils ont changé de bord, hein, qui sait, hein, peut-être qu'ils s'intéressent à notre travail. Mais Quotidien, voilà, prochain engin de campagne d'Éric Zemmour, je pense. On y est, hein. donc, voilà, je lance une bouteille à la mer. Si certains d'entre vous connaissent des néo-féministes, ou même s'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, on peut organiser ça. Et comme je l'ai dit, les images ne seront pas tronquées. Si je suis tourné en ridicule, si je perds le débat, je montrerai tout. Voilà, je ferai pas le pleutre. Ici, on montre les choses, on assume tout. Donc voilà, c'était l'instant bouteille à la mer. Et désolé, Jean, j'en profite Non, que... non, il y a pas de Non. souci, il y a pas de problème, donc n'hésitez pas, de toute façon, à rejoindre, le doc sur Instagram, et sur YouTube également. Vous avez juste à taper le doc ou le doc baron sur Instagram. N'hésitez pas à suivre Éric Zemmour sur son compte Twitter, parce qu'on approche quand même des 200 000 abonnés, hein, ce qui est pas mal, donc il faut aller le suivre massivement. Son compte a été propulsé, que très récemment, donc il faut lui donner un maximum de visibilité et évidemment à nous rejoindre Génération Zemmour, Génération Z, tiré du bas off, sur Twitter, Génération Z sur, Instagram, on est partout, TikTok, on a un site génération-zemmour.fr. Voilà, merci Corsine de mettre les liens, il assure, top. Et merci à tous d'être passés ce soir et prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Salut à tous Merci à tous. Ciao, ciao. et à Merci. plus.